Contact Entreprise vous présente Libreco. Salut à tous, c'est Libreco. On se retrouve comme chaque mercredi pour découvrir une entreprise de Lille et aller à la rencontre de ceux et celles qui la font vivre. Voici donc le sommaire de ce soir. Un concessionnaire qui mise sur son centre de formation en interne, c'est le pari de Martinique Automobile qui a fait ce choix depuis 2007. Une volonté d'accompagner ses salariés qui semble payante, nous verrons pourquoi. Coup de projecteur aussi sur la formation du diplôme universitaire de manager de rayon, le fruit de la fondation UAG GBH, pour permettre aux nombreux étudiants inscrits de prétendre au poste à pourvoir au sein du groupe Bernard Ayotte. Du revêtement décoratif à base de banadier, idée innovante, un concept en plein développement, c'est le bon plan de la semaine. Sans oublier nos chiffres et nos données économiques de Lille. Vous êtes prêts? Nous aussi, Libreco, c'est parti. Et comme chaque semaine, Jean-Paul Joannel est avec nous. Bonsoir Jean-Paul. Bonsoir Herman. Vous allez bien depuis la semaine dernière? Très bien. Contact Entreprise se porte bien? On verra ça la semaine prochaine. On a une assemblée générale. On en reparle en fin d'émission de toute façon. Allez, on va s'intéresser au secteur de l'automobile qui a été sinistré comme d'autres. On a eu l'occasion de le dire ici par la crise sociale de 2009. Des chiffres parfois catastrophiques. Mais pour se maintenir et rester compétitif, Martinique Automobile a misé notamment sur la formation de ses salariés grâce à son propre centre de formation lancé en 2007. Découverte avec Marion Bois, François Brigitte et Gaël Dufief. En Martinique, une douzaine de milliers de voitures neuves sont vendues chaque année. Mais 2009 a marqué un énorme coup d'arrêt pour le secteur. Même si la tendance est de nouveau à la hausse, les ventes restent de 10% inférieures à celles de 2007 pour Martinique Automobile. Autre constat, les achats se portent désormais sur des véhicules plus économiques. La qualité des achats n'est pas la même. Puisque on constate que depuis 2009, ces clients n'achètent plus pareil. Ils achètent des véhicules beaucoup moins chers. Ce sont des achats utiles et plus des achats futiles. Donc les achats sont limités à 10 000 à 12 000 euros, quoi. Dans le secteur, Martinique Automobile est en deuxième position. L'enseigne couvre 7 marques. Comme les autres, elle a subi de plein fouet la crise de 2009. Pour rester concurrentielle, il faut miser sur la fidélisation du client. Un maître mot donc, l'après-vente. Sur 220 salariés, 130 travaillent pour ce service, contre seulement une trentaine pour la vente de neuf. Une répartition devenue nécessaire dans le rapport au client et compte tenu de l'évolution technique des voitures. On s'est retrouvé dans l'obligation d'avoir non seulement des très hauts techniciens, mais d'avoir des électromécaniciens à travers les équipes. Et pour vous donner un exemple, la réparation simple, changer les freins, etc., ces réparations simples-là représentent moins de 10% de notre activité. 90% de notre activité, c'est maintenant technique. Le tournant technologique, Paul Hippolyte l'a bien constaté. En 20 ans dans l'entreprise, il a vu les voitures évoluer et lui avec. Bon, mais tu remets ça en place. Il a débuté mécanicien, il est désormais chef d'atelier avec 25 personnes sous sa responsabilité. Une ascension impossible sans la formation en continu. Celui qui ne se forme pas, à un moment donné, il sera dépassé par la technologie. C'est clair. C'est clair, il sera dépassé parce que tous les jours, ça évolue. Tous les jours, il y a des nouvelles technologies qui sortent. Et si on n'est pas à jour, ben, à un moment donné, on est largué, quoi. Voilà pourquoi Martinique Automobile a mis en place un centre de formation en interne. Au niveau de la masse, et puis un signal qui ressort ici, et on récupère le signal pour avoir la résistance du potentiomètre. Chaque année, ce formateur dispense 2500 heures de cours à 120 de ses collègues. Donc l'idée, c'est de relever en fait tous les paramètres des différents calculateurs. Cette technique permet de se familiariser aux nouveaux produits, mais aussi bien sûr de se remettre à niveau. Chaque année, on fait ce qu'on appelle le bilan des connaissances. Donc on va les interroger sur 26 modules qui existent dans tous les cursus automobiles. Et par rapport aux réponses qu'on aura, on verra qui c'est qui a besoin d'être renforcé dans chaque module. C'est une boîte automatique. On passe en R pour mettre le contact forcé. Retirer la carte, c'est que c'est un contact forcé. La prise jack, on branche la fiche. Alors, tout ce qui est en rouge fixe, défaut présent,
En orange, les défauts mémorisés. Entre le coût du formateur, de ses déplacements en métropole et l'arrêt de production des salariés en formation, le centre coûte 150 000 € par an. Pourtant, le pari est gagnant. On répare mieux, on répare la première fois, correctement, et on donne un meilleur service aux clients. Et à terme, on est convaincu que, et ça a déjà démarré d'ailleurs, que les clients reviennent plus souvent acheter des véhicules chez nous parce qu'on leur donne un bon service. Pas très compliqué finalement. Une meilleure productivité, des salariés fidélisés à leur entreprise. Décidément, dans l'automobile comme ailleurs, on a toujours besoin des lumières de son prochain. Nous sommes de retour en plateau avec nous pour aller plus loin. Madame Catherine Bois-Caberti, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être là. Alors, vous êtes responsable du développement des ressources humaines au groupe Bernard Ayotte. Et puis, à vos côtés, Christophe Medlock, qu'on a vu dans ce reportage. Vous êtes le directeur général de Martinique Automobile. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Alors, d'abord, un premier mot, parce que, bon, on a évoqué le couperet de 2009. Ça a été difficile. L'an dernier, on avait parlé d'une bonne année avec la fin de la prime à la case, des bonus intéressants. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut considérer que le secteur remonte la pente? Alors 2010 pour l'automobile en général, le marché a terminé à 14 900 véhicules, en progression par rapport à 2009 de 2000 véhicules, ce qui fait une progression de près de 15%. Mais il faut prendre en compte le fait qu'à l'époque, en 2007, avant la crise financière en 2008, le marché était à 17 400 véhicules. Donc quand on compare 2010 par rapport à 2007, on a réellement baissé de 14%. Et est-ce que les signes sont bons pour la suite de 2011? Ben non, parce qu'on que peut considérer que les Martiniquais vont se retourner inévitablement vers les véhicules ou pas du tout? Il faudrait attendre jusqu'à la fin de l'année parce que la prime à la casse a fait une accélération très forte en fin 2010. Et aujourd'hui, le marché évolue timidement. Bien sûr, on a commencé l'année avec une grève sur le port, donc... Oui, on s'en souvient, et effectivement. Alors, puisqu'on parle de véhicules neufs, je crois que la vente de voitures neuves, justement, représente une petite part de vos effectifs, puisque le gros des troupes, on va dire, est concentré dans l'après-vente. Question simple, pourquoi? Alors, sur environ, on a 234 employés chez Martinique Automobile, et on a entre 65 et 70% de nos effectifs qui sont directement liés aux activités après-vente, c'est-à-dire magasins, pièces de rechange, et l'activité de réparation dans les ateliers. C'est quoi? C'est une priorité dans la logique des ressources humaines? C'est une priorité pour nous en tout cas parce que nous recevons quotidiennement avec les différentes marques que nous représentons, c'est-à-dire Renault, Dacia, Nissan, Chrysler, Jeep, Dodge. Nous recevons quotidiennement plus de 110 clients qui viennent pour de l'entretien courant de leurs véhicules. Alors, et pour aller plus loin donc, dans cette performance, vous avez lancé un centre de formation, on l'a dit, depuis 2007. Est-ce que vous avez déjà mesuré les retours de ce centre depuis son installation? Ah oui, bien évidemment. En fait, le centre a été homologué par Renault Academy en 2007, mais on a commencé la réflexion bien avant, dans les années 2004-2005, où on s'est rendu compte qu'avec près d'une centaine de mécaniciens, nous avions besoin d'avoir une formation tous les ans pour les regarder à niveau et surtout, concernant les nouveaux produits qui arrivaient, ils avaient besoin d'être parfaitement au courant des dernières technologies qu'il y avait sur les véhicules. Et concrètement, ça aide vos collaborateurs, vos salariés à être promus? Ah, bien évidemment, c'est-à-dire qu'il y a comme est dit dans le reportage, il y a un bilan qui est fait annuellement pour chaque compagnon, ce qui nous permet de savoir quel est son niveau technique, d'équilibrer le savoir-faire dans une équipe, parce que pas tout le monde peut connaître l'ensemble de la technologie qu'il y a dans un véhicule. Et chaque année, nous faisons le point sur les gens qui ont réussi à évoluer techniquement, et normalement, leur rémunération évolue. Donc un véritable accompagnement, un vrai suivi, quoi. Jean-Paul Joannel. Oui, Monsieur Medlock, vous avez parlé d'une centaine de mécaniciens. Alors je ne sais pas si c'est un terme générique, est-ce qu'il y a aussi des mécaniciennes? Aujourd'hui, chez Martinique Automobile, nous n'en avons pas directement dans les ateliers. Nous en avons eu à une certaine époque. Aujourd'hui, nous recrutons surtout à travers les écoles parce que nous avons à tout moment, dans une année classique, nous avons jusqu'à 63 stagiaires qui traversent nos entreprises dans les différents services, bien évidemment principalement dans les ateliers. Mais ce qui concerne... non, il y a très peu de filles qui arrivent dans des écoles pour la mécanique. Par contre, nous accueillons des filles
dans l'automobile, dans la comptabilité, dans le marketing et dans la vente, bien évidemment, où la majorité de nos vendeurs sont des filles. Donc elles sont bien présentes. Moi, je me pose la question parce que je pense que c'est plus un problème de force physique. On a de plus en plus de femmes qui sont ingénieures. Mais c'est une évolution, effectivement, qu'on voit en métropole où il commence à avoir de plus en plus de femmes et de filles qui rentrent dans le métier de la mécanique. En Martinique, pour le moment, ce n'est pas le cas. Alors, est-ce que formation rime avec fidélisation au sein de votre entreprise? Est-ce que le fait de former les collaborateurs aide justement ces derniers à rester et puis se sentir bien au sein de l'entreprise? La formation aide à fidéliser effectivement les salariés dans la mesure où ça développe leur employabilité en interne, ça renforce leurs compétences et donc un salarié qui est bien formé n'a aucune raison de vouloir partir ailleurs hors de l'entreprise qui a contribué à son évolution. Vous voulez rajouter, M. Medlock? Oui, ça nous aide aussi au niveau du recrutement parce que beaucoup des élèves des écoles mécaniques viennent faire des stages chez nous, viennent faire du travail en alternance chez nous. Ils voient le niveau de nos mécaniciens et ils voient la possibilité qu'il y a d'évoluer année en année et suivre la technique. Parce que la raison de vivre d'un mécanicien, c'est la technique. Et ça évolue tout le temps, on le sait, chaque année. Alors, justement, on sait que c'est l'une des forces, l'un des atouts que vous avez souhaité développer à Martinique Automobile. Mais est-ce que c'est répandu dans le secteur automobile, l'installation comme ça de son propre centre de formation? À ma connaissance, nous sommes la seule concession qui a investi autant dans la formation et de façon permanente. Nous avons donc un formateur cadre, Thierry Mertil, qu'on voit dans le reportage. C'est son boulot à 100% du temps. Il passe entre 3 et 4 mois en métropole chez les constructeurs pour apprendre toutes les nouvelles techniques. Et il revient le reste de l'année le déployer chez Martinique Automobile, mais aussi pour d'autres concessions à la Guadeloupe, à la Guyane, pour les marques de Renault et Nissan pour lesquelles nous sommes homologués. Alors, puisque nous sommes dans une émission économique, j'ose la question, est-ce que c'est rentable finalement, tout axé finalement sur la formation au sein de son entreprise? C'est pas rentable tout de suite parce que c'est une dépense importante pour nous. Nous dépensons plus de 150 000 € annuellement dans ce centre de formation, mais nous sommes convaincus à terme que, bien évidemment, nos salariés sont plus efficaces dans le diagnostic et dans la réparation du véhicule du client. Comme j'ai dit dans le reportage, on répare la première fois et donc nous pensons à terme que la clientèle va racheter des véhicules. Alors, vous restez avec nous. On va maintenant s'intéresser au DUMAR, le diplôme universitaire de manager de rayon. Lancé l'an dernier, c'est le fruit de la fondation UAG-GBH, dont fait partie Martinique Automobile. Une vingtaine d'étudiants sont formés au métier. Objectif, répondre aux besoins des entreprises du groupe. Le groupe intervient d'ailleurs beaucoup dans la formation. Il sélectionne les étudiants, intervient dans les choix pédagogiques et recrute ensuite les étudiants une fois formés. Explication. Regardez. Pour Frédéric Audinet, le destin est tout tracé. Il sera chef de rayon ou, selon le nouveau jargon, manager de rayon. Un métier équivalent Bac+3 qui implique une partie en bureau mais aussi de savoir un peu tout faire. Manager une équipe par exemple. Au niveau de la réservation, on a mis en place un système de réservation avec les commandes. Ouais. On a pas mal de commandes déjà en cours, en attente. Mais aussi gérer les clients difficiles. Vous faites beaucoup de publicité mensongère, hein? Toujours la semaine prochaine, mais il n'y a jamais rien. La grève du port. Et les moins difficiles. Vous récupérez un caddie et une fois que vous êtes prêt, je vous livre la suite, d'accord? D'accord, il n'y a pas de problème. Frédéric alterne une semaine de cours et 3 semaines en entreprise dans cette grande surface. Le diplôme universitaire de manager de rayon, le DUMAR, est initié par la fondation UAG-GBH, une fondation qui rassemble l'université et le groupe Bernard Ayotte. Alors le DUMAR, c'était pour moi l'occasion de pouvoir faire une formation de manager de rayon. Jusqu'à maintenant, il n'y en avait pas ici. Il y avait plein de formations avec le management, mais se spécialiser dans la grande distribution, en sachant que la grande distribution, c'est un facteur clé de la Martinique, un élément clé, pardon. Et moi, j'ai trouvé l'occasion vraiment à ne pas rater, quoi. Surtout en partenariat avec le groupe GBH. Bonjour Madame Montant. Ça va bien? Ça va bien, merci. Ce grand magasin emploie 5 étudiants de ce diplôme universitaire de manager de rayon. Tous ont été choisis par l'entreprise à l'issue d'une série d'entretiens. C'est vraiment une formation sélective d'une vingtaine de candidats, d'étudiants, et on voulait vraiment être certain d'avoir les meilleurs pour qu'après la formation soit rentable et pour eux et pour nous, avec des personnes déjà formées et compétentes. Vous l'avez félicité sur sa prise d'initiative
Et puis derrière, eh ben, vous lui apportez une critique positive de ce qu'il a fait et en même temps, vous apportez de l'aide, donc vous apportez de la formation. Le diplôme universitaire a été mis en place depuis octobre dernier. Une vingtaine d'étudiants la suivent entre l'université et les entreprises. Les enseignes ont donné leurs besoins en termes de connaissances. Moi, en tant que coordinateur pédagogique, j'ai aménagé les programmes et choisi les intervenants spécialistes dans chacun de leurs domaines. Un organisme public finance les coûts pédagogiques de la formation. L'entreprise prend en charge les coûts salariaux. Chaque étudiant est payé un pourcentage du SMIC. Et s'ils suivent la formation correctement et s'ils se comportent comme il faut sur le terrain, puisque c'est important qu'ils maîtrisent en fait leur métier sur le terrain, ils ont toutes les chances de trouver un travail chez nous dans les entreprises qui les reçoivent. À terme, le diplôme universitaire pourrait bien se développer. D'autres enseignes se disent déjà intéressées pour y former leurs futurs recrues. Alors, les matières enseignées dans le cadre de ce cycle sont très variées. Hein. Madame Wakaberti, je vois environnement, organisation de la grande distribution, gestion commerciale et financière, gestion de centres de profit non alimentaires. C'est pas tout, c'est très complet. Quel est l'intérêt d'une telle fondation ? D'une telle formation ? D'une telle formation, oui, c'est mieux. L'intérêt de la formation, c'est de répondre en fait à nos besoins en termes, pour répondre à nos besoins en fait dans la grande distribution, puisque nous sommes demandeurs de collaborateurs qui soient formés à nos métiers. Jusqu'à présent, lorsque nous recrutons, nous avons du mal à trouver. Nous trouvons des jeunes qui sont diplômés par exemple de l'université, qui ont des bac plus 5, mais qui ne sont pas spécifiquement formés au métier de la grande distribution. Alors, est-ce novateur pour l'avenir ? Alors c'est un diplôme qui est nouveau, puisqu'il date comme ce qui a été indiqué dans le reportage, il date de novembre de 2010. C'est la première promotion qui est formée, c'est quelque chose de très novateur et nous espérons pouvoir pérenniser ce diplôme dans les années à venir pour permettre justement de répondre à toute la filière grande distribution aux besoins de cette filière. Justement, quels sont les objectifs à long terme ? Parce que je crois que dans l'Hexagone, il y a seulement 9 partenariats de ce genre. Alors concernant la fondation UAG-GBH, c'est une fondation partenariale que nous avons créée avec l'UAG en 2010. Effectivement, il n'y a que 9 fondations partenariales qui existent aujourd'hui en métropole, puisque ces fondations sont relativement récentes, elles ont pu être mises en place dans le cadre de la loi Pécresse, qui date de 2007. Voilà, donc c'est effectivement une fondation très novatrice en ce sens. Jean-Paul Joannel. Oui, on ne peut que souligner l'intérêt de telles formations, puisqu'on sait que la difficulté habituellement, c'est le passage du monde de l'université au monde du travail. Et Contact Entreprise travaille également avec la fondation UAG-GBH pour intervenir sur les forums des métiers qu'on organise en commun à l'UAG. Et on en a eu un qui a été un grand succès. Et vous en organisez d'autres, je crois, en Guadeloupe et en Guyane également. Nous avons effectivement organisé 3 forums des métiers en 2010 et nous allons reproduire cette action en 2011 sur les 3 départements, Martinique, Guadeloupe et Guyane. Et nous avons touché plus de 1600 jeunes au cours de ces forums des métiers. Nous avons mobilisé... Pas négligeable. Ce n'est pas négligeable. Nous avons mobilisé 65 cadres de GBH et plus de 34 partenaires extérieurs d'entreprises autres que celles de GBH. Alors, Madame Wakaberti, formé, c'est bien, mais est-ce qu'il y aura de la place, est-ce qu'il y a de la demande déjà, et puis est-ce qu'il y aura de la place pour tout le monde, en tout cas pour les meilleurs, tout au moins? Alors, nous avons 20 jeunes qui sont en formation et qui sont tous placés à l'heure actuelle en alternance dans des entreprises qui sont des filiales de GBH. Ces jeunes ont été présélectionnés en amont de la formation pour qu'on puisse détecter chez eux justement ces qualités, les qualités qui pourraient faire d'eux de futurs managers de rayon. Et à l'issue de la formation, ils ont toutes les chances, comme je l'indique dans le reportage, toutes les chances de pouvoir intégrer nos entreprises, puisqu'il y a un réel besoin dans ce domaine. Alors on a entendu un jeune qui nous parlait justement de cette formation, mais quand vous allez à la rencontre de tous ces étudiants, est-ce que vous avez des retours? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Est-ce qu'ils sont contents? Est-ce qu'ils sont sereins et confiants?
Ils sont très enthousiastes parce qu'ils se rendent compte, tant dans le cadre du cursus académique et en entreprise, ils se rendent compte de l'évolution en fait, du fait qu'ils apprennent de réelles choses, des choses qui sont en relation avec le métier. Donc ils sont réellement très enthousiastes et ça fait plaisir à voir. Alors justement, ils apprennent le métier aux côtés d'un tuteur. Là, moi aussi, même chose. Est-ce que le tuteur vous donne un petit peu les retours? Est-ce qu'il a en face de lui des jeunes motivés, des jeunes qui ont envie d'apprendre? Vous avez tout à fait raison de parler du tuteur, puisque le rôle du tuteur dans l'alternance est fondamental. Ce sont des personnes qui sont des personnes expérimentées, ce sont des chefs de secteur, et ils doivent transmettre le goût, la passion du métier à ces jeunes. Donc les retours que nous avons des tuteurs sont excellents, et ils arrivent à transmettre ce goût du métier, puisque c'est la passion qui permet d'exercer ce métier comme il faut. Alors peut-être un mot, parce qu'on a parlé des besoins, de la demande, mais peut-être faut-il évoquer la mobilité, puisque à terme, ces jeunes ne travailleront pas forcément uniquement en Martinique, ça pourrait être le cas en Guadeloupe, en Guyane. Voilà, l'intérêt du rapprochement. Ouverture. L'intérêt du rapprochement avec l'université Antilles-Guyane, c'est justement l'implantation sur les trois pôles. Nous sommes implantés en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, l'université aussi. Et ce que nous essayons d'expliquer aux jeunes, c'est que s'ils veulent trouver du travail, il faut qu'ils fassent preuve de mobilité géographique, mais aussi de l'agilité professionnelle, qu'ils puissent être justement, travailler tant dans les domaines de la grande distribution alimentaire que dans la grande distribution non alimentaire. Donc il y a tout cet enseignement qu'on essaye de leur faire passer sur la mobilité nécessaire justement pour développer leur employabilité. Comment s'établit alors on va pas parler de recrutement, mais en tout cas la sélection? Est-ce qu'il y a un processus de communication autour de cette fondation? Comment les jeunes sont informés de tout ce qui est mis en place et de la manière d'y accéder? Alors nous avons travaillé en étroite collaboration avec les différents pôles emploi, Pôle emploi de Martinique, de Guadeloupe et de Guyane, qui ont organisé des présélections des jeunes en fonction des prérequis qui étaient d'avoir un bac+2 minimum, et avec les responsables de ressources humaines des différentes enseignes qui reçoivent les jeunes en formation, il y a eu des présélections en fait à partir d'entretiens, de réels entretiens de recrutement basés sur les motivations et puis sur les qualités personnelles. D'accord. Vous restez avec nous. Alors maintenant, nous allons nous intéresser à notre rubrique de la semaine consacrée aux chiffres, justement, le chiffre de la semaine. Mon cher Jean-Paul, 75%, vous allez nous dire de quoi il s'agit. Ce chiffre est relatif à la politique européenne qui vise, depuis le traité de Rome, c'est-à-dire depuis le début, en 1957, à développer harmonieusement l'ensemble des différentes régions européennes et donc à réduire les écarts entre elles, entre les plus riches et les moins riches. Il s'agit de transférer des ressources des régions prospères vers les régions les plus pauvres. Alors, mon cher Jean-Paul, il a donc fallu définir des critères pour classer les régions européennes dans des catégories différentes suivant leur richesse. Exactement. Les concepteurs de cette politique ont dû définir ce qu'on appelle des seuils d'éligibilité, en clair, des limites entre les différentes catégories de régions européennes. Et c'est là que nous revenons à notre chiffre, 75% de la moyenne communautaire qui concerne la Martinique. En effet, d'après les différentes règles européennes, le principe, c'est que plus une région est pauvre, plus elle est aidée. Et nous sommes relativement pauvres dans cette grande Europe. Et les plus aidées sont celles qui sont dites en retard de développement. Celles dont le produit intérieur brut, et c'est ça l'explication du 75%. Le PIB. Le PIB, le produit intérieur brut, vous savez qu'on bannit les sigles dans notre émission, on essaie en tout cas. Le PIB, donc, et la création des richesses, pour aller très vite, est inférieure à 75% de la moyenne communautaire. Là, on est dans une catégorie et on est privilégié. Alors, où ça situe la Martinique? Eh bien, jusqu'à récemment, le PIB, si on a intégré le sigle, le PIB de la Martinique se situait en dessous de 75%. Et puis, la politique a été efficace, et donc on est rentré dans une autre catégorie. Là, moins de 75%, on était dans l'objectif de convergence, donc l'objectif qui est le plus privilégié. Ça veut dire quand même que pour toutes les régions ultrapériphériques françaises qui sont toutes dans cet objectif, ça veut dire quand même 3 milliards 400 millions d'euros. C'est pas n'importe quoi, 200 millions d'euros. C'est pas n'importe quoi, c'est pas négligeable. Vous avez dit donc jusqu'à récemment, le produit intérieur brut de la Martinique est donc désormais supérieur à cette moyenne de 75% de la moyenne communautaire.
Voilà. Alors le problème, c'est que les chiffres sortent au fur et à mesure, et la moyenne sur les 3 années, cette moyenne dit maintenant que la Martinique est à 75,3%. On est donc en principe sorti de cet objectif convergence. Mais est-ce qu'on va justement sortir de cet objectif et perdre la manne financière qui est attachée à cet objectif? Alors, soyons concrets, donnons les chiffres. Pour le principal instrument de la politique européenne en Martinique, le Fonds de développement régional, on passerait, si ça nous arrivait, de 400 à 100 millions d'euros. Donc on perdrait les 3/4. Alors, ça veut dire que c'est catastrophique ce que vous nous dites là. Disons que ce serait catastrophique parce que le pire n'est jamais sûr en politique européenne puisqu'il y a toujours des moyens de négocier, de trouver des dérogations. Et la Martinique n'est pas la seule région européenne dans ce cas qui passerait de 75% à la catégorie supérieure. Elles sont une vingtaine. Donc ça ouvre des perspectives en termes d'organisation de lobbying. C'est comme ça que ça marche à Bruxelles. Et puis on a quand même une véritable arme juridique. Vous savez que la Martinique fait partie de ce qu'on appelle les régions ultra-périphériques, et celles-ci ont un handicap, des handicaps justement, qui justifient des dérogations. Et bien c'est ce qu'on va essayer de faire. C'est la position aujourd'hui du président de la région Martinique, M. Serge Letchimy, qui défend l'idée suivante. Puisqu'on est dans ces régions ultra-périphériques, on ne peut pas être traité comme des régions normales, disons, en Europe. Et donc, il faudra prévoir au moins une transition ou le maintien à l'intérieur de l'objectif en question. En conclusion, Jean-Paul, quand aurons-nous les résultats de ces négociations? Alors, on est au tout début de la négociation et ce sera tranché en juillet, pendant l'été 2012, puisqu'il y aura un Conseil européen qui va prendre la décision et qui va trancher. Bon, on suivra ça avec attention. Place au bon plan de la semaine, c'est du revêtement décoratif à base de troncs de bananier, dit-on. À partir de cette matière, cette société martiniquaise a lancé un revêtement qui permet de faire du contreplaqué, de la tapisserie, des objectifs décoratifs. Elle est la seule au monde à avoir développé ce procédé. La description de cette entreprise martiniquaise qui n'est pas au bout de ses surprises avec Marion Bois, François Brigitte et Gaël Dufief. Avec 7000 hectares d'exploitation, la Martinique cultive chaque année 12 millions de pieds de bananier. Mais sur un tronc, seul le régime est récupéré, le reste est considéré comme déchet. Vladimir Ayotte a voulu voir les choses autrement. Il s'est lancé dans l'utilisation de ces fameux pieds. Alors voilà, en fait là on voit bien dans le tronc qu'il y a deux parties. Il y a la partie extérieure qu'on appelle les couches extérieures et ensuite il y a la hampe interne qui est le cœur du bananier et c'est ce cœur qui va nous servir à faire le revêtement décoratif Green Blade. L'entreprise martiniquaise est la seule au monde à utiliser le bananier de cette manière. Le revêtement décoratif est essentiellement destiné à l'ameublement et à l'architecture. Vendu entre 40 et 80 € le mètre carré, c'est un produit haut de gamme. Outre le local, il intéresse déjà beaucoup à l'international. C'est innovant, c'est du jamais vu et les architectes sont très intéressés. On a des demandes d'architectes de partout au monde au quotidien pour des projets d'architecture d'intérieur. La production a débuté il y a 6 mois. L'entreprise est donc dans sa phase de lancement. Elle produit 20 mètres carrés par jour et vise les 200 mètres carrés à terme. Après les deux premières étapes de transformation, on se retrouve avec la hampe qu'on a vue tout à l'heure dans le champ. Et cette hampe va nous permettre, une fois tranchée, d'obtenir une feuille de revêtement décoratif. Pour le reste, on n'en saura pas plus. Secret de fabrication oblige. Il faut dire que le gérant et son associé ont travaillé d'arrache-pied pour mettre au point cette production industrielle. On a démarré avec le fer à repasser, l'économe. Le fer à repasser s'est transformé en presse industrielle, l'économe s'est transformé en trancheuse à bois industrielle. On a cherché ce qui existait et ce qui correspondait le mieux à notre attente technique. À partir de là, on a sélectionné la bonne machine et on l'a adapté au tronc de bananier et adapté au revêtement décoratif que l'on produit ici. Les deux associés ont monté une société de recherche. Leurs produits se déclinent déjà en 4 coloris et en plusieurs motifs. Il doit désormais s'adapter aux demandes clients. Ils nous renvoient les échantillons pour que nous on voit avec notre labo si on ne peut pas le certifier pour la résistance au feu. La résistance au feu, donc. La société de recherche permet de poursuivre l'innovation. Les besoins dépassent désormais le simple secteur de la décoration. On s'est rendu compte que certains clients venaient vers nous avec des domaines d'activité vraiment nouveaux. On a par exemple des lunetiers, des gens qui font des abat-jours. Et par exemple pour les abat-jours, ils ont besoin d'un revêtement qui va tenir, on va dire, les contraintes de résistance au feu.
Et il a fallu développer avec eux, leur proposer une solution adéquate à leur type de marché. À l'heure actuelle, l'entreprise n'a dépensé que la moitié des investissements prévus dans son budget. L'innovation ne s'arrête donc pas pour cette petite société qui voit les choses en grand. Ça, c'était dans la série « On n'arrête pas le progrès ». En tout cas, c'est tout à fait formidable. Allez, on a bientôt fini. Madame Catherine Boiscaberty et Monsieur Christophe Medlock sont toujours avec nous. Peut-être un mot de conclusion avec vous. D'abord, Madame Boiscaberty, la Fondation UAG-GBH et ce fameux DUMAR, le diplôme universitaire de manager de rayon. Est-ce qu'il faut s'attendre à encore beaucoup de managers de rayon qui intègrent les différentes anciennes, les différents magasins du groupe Bernard Ayotte? Enfin, nous souhaitons que ce diplôme soit pérennisé, puisque ça correspond effectivement à nos besoins, enfin, en termes de formation. Et il y a vraiment beaucoup de jeunes qui sont intéressés par ce type de formation directement professionnalisante. Donc il y a de fortes chances que ça fonctionne toujours sur les promotions futures. Et puis la Fondation UAG-GBH, l'intérêt est confirmé et ça va se poursuivre tout au long des années qui viennent? La Fondation UAG-GBH a un grand parcours à venir et nous avons beaucoup de projets qui sont en instance pour 2011, notamment l'organisation de conférences pour des lycéens, pour les collégiens, et pas les collégiens, les étudiants. C'est vraiment un programme complet en fait. On a vraiment des projets très, très concrets et très, très intéressants. Et vous, Monsieur Medlock, le centre de formation au sein de Martinique Automobile, il a de beaux jours devant lui? Il y a des beaux jours. Les prochaines étapes qu'on a déjà commencé, c'est d'ouvrir nos salles de formation aux garagistes indépendants qui réparent aussi des Renault et des Nissan et donc leur permettre d'avancer sur la connaissance technologique qu'il faut aujourd'hui pour réparer tous nos véhicules. Merci en tout cas à vous, Madame Boiscaberty, à vous, Monsieur Medlock. Un salut à tous vos collaborateurs, tous les étudiants en tout cas, qui ont fait ce choix. Et puis on aura l'occasion de suivre un petit peu l'évolution de tout ce beau monde. Merci en tout cas d'être venu dans cette émission. Avant de conclure, comme chaque semaine, l'agenda Contact Entreprise. Jean-Paul, qu'y a-t-il au programme? Eh bien, une seule date, mais elle est d'importance. Vous savez que Contact Entreprise est une association, et comme toutes les associations, nous avons des assemblées générales ordinaires. Donc, la prochaine, l'assemblée générale ordinaire de cette année, c'est lundi prochain à 18h. Donc, c'est là que les entreprises qui sont membres de Contact Entreprise, un peu plus de 160, vont dire si oui ou non elles sont satisfaites du travail qu'on fait, si elles sont prêtes à nous donner les moyens de tous ordres pour réaliser ce travail. C'est vraiment une date d'importance et j'aurais préféré être après la date du lundi 28. Ça ira mieux, je pense. En tout cas, vous serez là et puis peut-être qu'elles parleront, ces entreprises, de l'émission Libreco. Pourquoi pas en collaboration. Je pense qu'on va parler de Libreco. En collaboration, évidemment, Libreco. Tous les mercredis avec Contact Entreprise. Merci mon cher Jean-Paul. On se retrouve donc mercredi. Ça ira, j'en suis sûr. D'ici là, passez une excellente semaine. Très bonne soirée sur ATV et à bientôt. Contact Entreprise vous a présenté Libreco.